Voilà. On est de retour sur le plateau après Bad Things de Monsieur Ténor à l'instant. J'espère que vous avez apprécié. C'est l'un de ses plus gros succès après le premier succès qu'on avait beaucoup aimé. Voilà, donc non, c'était pas, c'était Kabangun, non, le dab, d'où le dab. C'est la chanson qui avait révélé Ténor véritablement. Et puis après, Bad Things, c'était, on sentait que l'enfant avait grandi, il était devenu plus mûr, plus fort encore dans son rap. Et aujourd'hui, Ténor devient et reste l'une des plus belles figures emblématiques du hip-hop au Cameroun. Il prouve qu'il est un très bon rappeur et on aime beaucoup. En tout cas, on est de retour sur le plateau. Gaëlle est déjà de l'autre côté. Avec elle, on aura le cours magistral ce matin. Wow. Voilà, donc à la suite de Perrin, à la suite de tous les autres, elle est là parce qu'ensemble, on va partager un très beau moment d'apprentissage. C'est le moment de prendre vos cahiers, vos stylos, ou bien une feuille, ou un agenda, et de noter tout ce qu'elle vous dira, parce que nous sommes à l'école désormais. Comment prendre la parole en public? C'est la chose la plus compliquée et la plus difficile. Bonjour Gaëlle, bienvenue. Bonjour Solange, bonjour Mireille Grasse, bonjour Calvino, bonjour Gaëlle. À tous les téléspectateurs de Deux Rendez-vous. Tu l'as dit Solange, aujourd'hui nous allons parler de comment se préparer à une prise de parole en public. Bon, je sais que ici ce matin je suis avec des professionnels de la prise de parole, mais à la maison nous sommes nombreux encore à vouloir savoir comment parler en public et savoir comment réussir ces présentations en public. Donc on va commencer ce matin avec la préparation. Mais avant d'entrer dans la préparation, je vais vous donner quelques généralités. On va voir la définition de la prise de parole en public, dans quelle situation est-ce que ça intervient, et ensuite on va entrer dans le vif du sujet. On va donc commencer avec notre définition. Qu'est-ce que la prise de parole en public? La prise de parole en public, c'est le fait de présenter, d'exposer un sujet à des personnes en prenant en compte notre communication orale et notre communication non verbale. Donc, on a une situation, celle du locuteur, celui qui prend la parole. On a un interlocuteur, c'est le public, c'est la personne ou les personnes à qui on parle. Pour qu'il y ait situation de prise de parole, il faut qu'il y ait le message. Le message ici représente ce dont on parle, le sujet qu'on développe ou la thèse qu'on présente à son public. Alors, vous l'avez vu, le locuteur, l'interlocuteur, le message. Mais pour prendre la parole en public, il faut utiliser un canal. À Deux Rendez-vous, par exemple, nous utilisons quel canal? Calvino, tu peux nous dire, à Deux Rendez-vous ici, quel est le canal que nous utilisons? Comment, à travers quoi nous nous adressons à notre public? À travers le micro. Tout à fait. Oui. À travers tout l'équipement qui est ici, qui forme la télévision. Voilà. Donc le canal ici, ce sera la télé, TV, la radio, la presse. Parce qu'il faut comprendre que le schéma que je vous présente est un schéma qui interpelle tout le système de la communication. Donc, on a le message, on a le canal, et il manque quelque chose. Le code. Le code représente le langage, la langue qu'on utilise pour s'adresser à notre public. Tout à l'heure, on a reçu l'artiste Kelsey ici. On sait qu'il est d'expression anglaise. Sa langue maternelle, c'est l'anglais. Mais il a fait l'effort de répondre au code
qu'utilisent de rendez-vous. Et le code qu'on utilise ici, souvent, c'est le français. Donc, il est important pour un interlocuteur d'avoir un code pour parler à un locuteur, d'avoir un code pour parler à un interlocuteur, d'utiliser un canal précis, la télévision, la radio, la presse, et bien sûr d'avoir du contenu, un sujet, un message. Nous allons continuer avec des exemples précis, des cas précis dans lesquels nous prenons la parole souvent. Parce que certaines personnes peuvent se demander, mais on me parle de prise de parole en public. Ça concerne sûrement les journalistes, ça concerne sûrement les personnes qui parlent devant la foule, ça concerne sûrement les personnes qui font des débats. Mais je vais vous donner quelques directions en ce qui concerne la prise de parole. En famille, par exemple, nous avons des réunions de famille. Et pendant les réunions de famille, il y a ces échanges-là que nous avons, des personnes qui dirigent des réunions, des personnes qui prennent des interventions, ce sont des cas pratiques de prise de parole en public. En entreprise, la prise de parole commence même quand on veut entrer en entreprise, avec les interviews. Quand vous devez passer un entretien, quand les ressources humaines vous appellent pour que vous puissiez présenter votre CV, présenter votre savoir-faire et vos compétences. Dans le cadre même communautaire, nous avons des leaders communautaires, nous avons des personnes qui ont des associations, qui dans les quartiers font des regroupements. On parle souvent même de comités de développement dans les quartiers. Pour que ces comités de développement-là vivent, il faut qu'elles s'adressent aux membres du quartier. Donc ce sont des exemples concrets pour lesquels nous prenons la parole au quotidien. Nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet, avec la préparation en elle-même. Comment préparer sa prise de parole? Nous l'avons dit, vous devez vous adresser à un public en maîtrisant et en connaissant tout le système. Mais on ne vient pas parler à des gens juste en se levant comme ça le matin. Avant même qu'ait lieu cette émission, il faut d'abord que Solange, Mireille Grasse et Calvino se réunissent avant et préparent ce qu'ils vont vous donner comme contenu pour le lendemain. Effectivement. C'est la même chose qui se passe quand vous également, vous devez prendre la parole, que ce soit en famille, que ce soit en entreprise ou que ce soit en communauté. Donc, je vais vous présenter ici 3 niveaux de préparation avant de prendre la parole en public. On aura d'abord la préparation psychologique. Ensuite, on va parler de la préparation technique. Et enfin, on va parler de la préparation physique. Prendre la parole en public est une compétence aujourd'hui que beaucoup de personnes mettent dans leur CV. Mais pour arriver à prendre la parole en public, il est important de se préparer. Donc, en ce qui concerne la préparation psychologique, nous allons voir l'entraînement et la visualisation positive. C'est Winston Churchill qui disait que un discours improvisé, c'est préparé au moins 3 fois à l'avance. Donc vous voyez que même l'improvisation dont on parle n'est pas une improvisation. Oui, c'est une préparation. Avant de prendre la parole en public, il faut s'entraîner. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai un cours à présenter à 2 rendez-vous. Il faut que je me prépare en conséquence. Je m'entraîne à la maison. D'accord. Sur quoi est-ce que je vais parler? Sur quoi est-ce que je vais exposer?
que j'essaye de mettre en avant le plan que j'aurai à utiliser durant ma prise de parole. Donc, quand déjà je fais un plan à la maison avec mon introduction, mon corps et ma conclusion. C'est très simple, comme on l'a appris à l'école pour nos rédactions. C'est la même chose qu'il faut appliquer. Quand je vais entrer, qu'est-ce que je vais dire à mon public? Je salue, je vais présenter le sujet que j'ai à présenter. Dans le corps du sujet, j'aurai le plan, comme je vous ai détaillé tout à l'heure, la préparation psychologique, la préparation technique, la préparation physique. Et en terminant ce propos, je vais conclure. Toutes ces choses, vous devez penser à cela avant d'entrer en situation de prise de parole. C'est très important. Ça va vous permettre d'avoir votre plan, ça va vous permettre de visualiser un peu comment est-ce que vous allez faire le découpage, les étapes de votre prise de parole, et ça va vous permettre d'être un peu plus serein. Qu'est-ce que la visualisation positive alors? La visualisation positive, c'est se dire que la prise de parole que je vais aller livrer là-bas, ce que je vais aller faire, je vais réussir à le faire. On se voit déjà dans la peau de l'orateur, donc ça veut dire de celui qui prend la parole. Quand Mireille Grasse vient le matin, ou quand Solange vient le matin pour faire son émission, elle sait qu'elle va donner ce qu'elle a de meilleur en elle. Elle sait qu'elle va donner la plus belle version d'elle-même. Elle voit, elle imagine dans son esprit comment son public est content et heureux de recevoir les enseignements ou le programme de l'émission. C'est la même chose qu'il faut faire de votre côté quand vous avez une prise de parole à prendre. Donc, visualisez positif. Voyez déjà la réussite. Prenons un exemple simple. Je viens ici aujourd'hui pour présenter, échanger avec vous sur la prise de parole en public. Et derrière, j'imagine des gens qui s'ennuient, j'imagine des gens qui ne sont pas intéressés, j'imagine des gens qui sont tristes. D'office, déjà, ça va me mettre dans une étape psychologique qui ne va pas me permettre de donner le meilleur de moi-même. Mais quand dans ma tête, avant de commencer à prendre ma prise de parole, j'imagine derrière des familles entières qui sont assises. J'imagine derrière des personnes qui sont en train de regarder cette émission, peut-être sur téléphone. J'imagine derrière des personnes qui sont engagées, qui se sont arrêtées peut-être dans un marché, devant une télévision, pour se dire je vais suivre ce programme parce que c'est intéressant. D'office déjà, je suis à même de donner le meilleur de moi-même pour que ce public reçoive également le meilleur. Donc c'est dans cet état d'esprit que vous devez être. Vous entraînez, préparez votre plan, vraiment des petites choses simples, introduction, corps du sujet, conclusion, et visualisez positif, visualisez la réussite, visualisez-vous en train d'intéresser votre public. Après la préparation psychologique, nous allons passer à la préparation technique. Et pour cette préparation technique, je vais prendre une page spéciale parce que là, on est dans le contenu lui-même. Je vous ai montré le schéma de communication tout à l'heure. Peut-être certaines personnes peuvent se dire, c'est un peu compliqué, on a parlé du canal, du code. On va aller avec 5 questions. 5 questions qu'on utilise en communication pour être sûr d'avoir tous les éléments techniques qui vont entrer dans notre prise de parole. On aura d'abord, je vais prendre le marqueur rouge pour que vous voyez bien. La première question, c'est qui? La deuxième, c'est quoi? La troisième, c'est comment? Quand? Et pourquoi? Non, qui, quoi, comment, où? Autant pour moi. Comment, pourquoi? C'est où? Où? Donc, nous avons donc 5 questions majeures qui vont nous permettre d'encadrer notre prise de parole, à savoir qui, quoi, comment, quand et où. Qui va représenter? Qu'est-ce que qui va représenter? Qui
qui va représenter le public. À qui est-ce que je vais m'adresser? Et c'est très important de connaître le public à qui on aura affaire. Avant de venir ici, dans cette émission, moi je vous prends un cas toujours pratique, je vous prends mon exemple. On m'a envoyé, dans le cadre de la préparation de cette émission, la tranche d'âge de l'émission, du public de rendez-vous. La tranche d'âge. Essayons un peu de regarder notre public en fonction de la tranche d'âge. Essayons de segmenter. On aura des enfants, on peut avoir des enfants. Ce n'est pas le cas de rendez-vous, mais je vous prends différentes tranches d'âge qu'on peut avoir quand on prend la parole en public. On a des enfants, on peut avoir des ados, on peut avoir des responsables, disons ça comme ça. Hein. On est dans 30-40 ans, ados, on est, aidez-moi, hein, je ne sais pas, 15... 18-21 ans. 21 ans, et les enfants, on va de 0 à 10, 12 ans, ou 15 ans même. Responsable, on a 30 ans, et les personnes du troisième âge... 50, 60 ans. Oui, mettons 50 et plus. Oui. Disons. On aurait pu prendre 60, mais c'est vraiment comme ça au pif. C'est pas quelque chose de... Si je dois parler de sexualité, je vais vous montrer l'importance de connaître et de maîtriser son public. Je vais parler de... Si je dois parler de sexualité aux enfants de 0 à 15 ans, je ne peux pas m'adresser à eux comme je parle de sexualité à des personnes, à des ados de 15 à 21 ans. Allons, de manière pratique. Quand je parle aux enfants de sexualité, si je dois référer aux organes sexuels, je vais parler du pipi. Fais attention à ton pipi, le zizi, pour parler des enfants. Il y a un chez les langage adolescents, pour chaque situation. Pour chaque situation, effectivement. Je voulais entrer vraiment de manière pratique pour que les gens comprennent à quel point il est important de maîtriser son public. Quand on arrive déjà aux personnes du troisième âge, les questions de sexualité seront abordées différemment en prenant en compte leur expérience, leur maturité et les problèmes même qu'ils rencontrent de manière pratique au quotidien dans leur vie sexuelle. Donc, la segmentation du public est très importante. On peut segmenter en fonction de l'âge, on peut segmenter en fonction de la catégorie socio-professionnelle. Et là-dessus, je vais prendre un exemple pour qu'on voit à quel point c'est important de segmenter son public. On a dit catégorie socio-professionnelle. Si j'ai pour thème, aujourd'hui je vais vous parler de la lumière. Catégorie socio-professionnelle. J'ai affaire aux personnes de l'audiovisuel. Et j'ai affaire à des religieux. Le thème que je dois développer, c'est la lumière. Les personnes de l'audiovisuel vont se dire, ah, c'est bon, on va parler de réflecteurs, on va parler d'images, voilà. Tout ce qui est dans leur langage spécialisé, ils vont avoir déjà une représentation, ils vont s'attendre à quelque chose de spécial. Quand je parle toujours de la même lumière, les religieux vont se dire, ah, Jésus-Christ. Jésus, le Saint-Esprit. La lumière. La lumière. Mais moi, j'ai bien dit, aujourd'hui, je viens vous parler de la lumière. Les religieux vont venir à ma présentation, les professionnels de l'audiovisuel vont venir, et quand je vais développer la lumière pour parler du soleil, des astres et autres, ils seront déçus. Connaître son public, en fonction aussi de sa catégorie socio-professionnelle, nous demande de parler un langage spécialisé. C'est pour cela que après ou derrière un thème général, on va spécifier, par exemple, la lumière dans la photographie, ou bien la lumière après la descente du Saint-Esprit. Je donne des exemples pour que nous puissions tous comprendre. Ça va permettre à notre public, et là on entre dans le public cible. On va appeler ce public le public cible, de se sentir concerné,
de venir à notre présentation et d'être satisfait. Parce que, au fond, la prise de parole en public demande que le public à qui on parle, les personnes à qui on s'adresse, rentrent avec quelque chose de nouveau, d'édifiant et de satisfaisant pour eux. Voilà un peu de quoi je peux vous parler en ce qui concerne le qui, le public, les personnes à qui on s'adresse. Rentrons dans le quoi. Le quoi fait référence au sujet qu'on doit défendre. Je vais parler de quoi aujourd'hui? Je vais parler de la lumière, je vais parler de sexualité, je vais parler de prise de parole en public. Mais pourquoi est-ce que je vais m'attarder sur un sujet que je connais déjà, ou bien que on m'a énoncé, ou bien que moi-même j'ai décidé de développer? Je l'ai dit tout à l'heure. Le plus important pour notre public, c'est de rentrer satisfait. Et pour qu'un public rentre satisfait, il faut qu'il ait appris quelque chose de nouveau, quelque chose d'actuel, quelque chose qui réponde à son besoin du moment. Quoi? Je vais parler de prise de parole en public. Je connais ma cible, je connais mon public. Je vais donc faire des recherches. Et quand on parle, le quoi, c'est le sujet dont on parle, le thème qu'on défend. Je vais donc faire des recherches et en termes de recherche, je vais aller vers ce que d'autres personnes ont déjà développé sur la prise de parole en public. Parce que on ne crée pas la roue. Il faut bien aller déjà sur ce que d'autres personnes ont fait. Donc, je vais utiliser les archives. Mais je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin parce que j'ai un objectif, c'est de satisfaire mon public. Après les archives, je vais aller vers les personnes ressources. Parce que les archives, c'est ce qui a déjà été dit. Mais les personnes ressources, c'est l'expérience, c'est le vivant, c'est le vécu. C'est des choses qui sont pragmatiques sur le terrain. Des choses ont peut-être été dites dans les livres, mais sur le terrain de manière éprouvée, ces personnes ressources-là peuvent m'apporter un plus que les archives ne m'ont pas donné. Donc, après les archives, j'ai les personnes ressources. Alors, j'ai des archives, j'ai des personnes ressources. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose que les journalistes utilisent souvent. C'est le fait d'aller sur le terrain. Il faut aller soi-même voir la réalité. On va aller descendre sur le terrain, rencontrer les gens. Prenons le cas de la lumière. Je veux parler à mon public de la lumière. Je vais aller chercher des livres, des documents, des mémos qui ont été faits sur la lumière. D'accord? Ça va me permettre d'avoir des notes. Je vais rencontrer des personnes ressources. Je vais venir voir le caméraman, le responsable de l'audiovisuel de STV pour lui demander, voilà, comment toi tu gères la lumière sur le plateau, comment est-ce que ça se passe pour avoir de belles images à la fin de l'émission. Je vais faire des descentes sur le terrain. Il y a ce qui se dit dans les livres, il y a ce que les professionnels font. Mais les gars sur le terrain, dans les quartiers, comment on fait pour avoir de la lumière? Dans les studios du quartier où on ne peut pas s'acheter tout le matériel professionnel haut de gamme, comment les gars réussissent à le faire? Est-ce que vous savez que concernant la lumière par exemple, il y a des gens qui eux-mêmes fabriquent leurs propres réflecteurs, qui fabriquent eux-mêmes leur propre lumière, avec des bassines, avec du papier aluminium, avec autant de choses qui en fait sont les réalités sur le terrain que nous vivons. Et ces informations, vous ne pouvez pas les avoir si vous n'allez pas sur le terrain. Si vous n'allez pas rencontrer les gars qui ont les studios du quartier, si vous n'allez pas rencontrer un petit qui se défend et qui veut aussi gagner de l'argent à partir de la photographie. Donc c'est important de respecter ces méthodes de recherche pour que le quoi, pour que le sujet,
pour que le thème qu'on va présenter à notre public soit fourni et leur apporte quelque chose de nouveau, de pertinent et d'actuel. Je vais continuer avec comment. Alors, je vais prendre une autre page pour le comment, le quand et le où. C'est très important de se poser toutes ces questions parce qu'elles vont nous permettre de rendre même un sujet qui peut être insignifiant vraiment important. Attrayant. Alors, on a fait le qui, on a fait le quoi, le comment, le quand et le où. On en est au comment. Donc, tout à l'heure, quand je vous ai présenté le chemin de communication, je vous ai parlé du canal. Le comment ici représente ce canal. Comme exemple de canaux, on a donné tout à l'heure la télévision, la radio. La communication de manière générale peut aussi se faire à travers la presse. Je donne des exemples de communication en général. Mais dans le cadre de la prise de parole en public, on peut prendre la parole par le biais de la télé, on peut prendre la parole par le biais de la radio, on peut prendre même la parole en face à face. Oui. On peut prendre la parole en public en ayant l'air, je dis bien l'air, tout seul, mais devant une caméra. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, directs. Voilà. Il y a des directs, il y a des personnes qui tiennent des chaînes juste en étant derrière leur caméra. A priori, on a l'impression qu'il n'y a personne devant ces influenceurs, ces personnes qui tiennent des chaînes sur les réseaux sociaux. Mais eux, ils savent qu'ils parlent à un public qui est connecté via téléphone, PC et autres. Donc, on peut prendre face caméra. Et toutes ces méthodes, tous ces canaux demandent une certaine application, une certaine méthode, une certaine manière. Quand on est devant la télévision, quand vous voyez Calvino apparaître de manière très claire devant la télé, il a intérêt à ne pas sortir de son champ de vision. Donc il y a une attitude à respecter quand on est par exemple en télévision. À la radio, devant le micro, on a intérêt à ne pas trop s'éloigner du micro et à éviter certains bruits qui peuvent venir déranger notre communication. En face à face, on a pris les exemples tout à l'heure d'un cas d'entretien. Les entretiens peuvent se faire en face à face. Les entretiens peuvent se faire maintenant avec même les réseaux sociaux, à travers Skype, à travers... Et toutes ces techniques-là demandent une certaine connaissance du canal qu'on utilise. Ça, c'est pour le comment. On va maintenant avec le quand. Quand est-ce que notre prise de parole a lieu? Et ça interpelle quoi? Le contexte. C'est très important. Hey guys, Marisha here and you're on to that Abakogo YouTube channel. First of all, if you're new here, please Je prends la parole. Je dois parler de lumière, mais dans quel contexte? Le contexte peut être un contexte, l'environnement dans lequel on est, l'environnement social, l'environnement politique, l'environnement économique. L'environnement social, les gens à qui on parle, ils rencontrent quelles difficultés ou bien ils traversent quelles épreuves à ce moment précis. Il va falloir prendre cela en compte pour les approcher et faire en sorte que notre message
passe afin qu'ils soient satisfaits. L'environnement politique, est-ce qu'on va aller dans un environnement où il y a des situations un peu difficiles sur le terrain? Il va falloir avoir, est-ce qu'on est dans une situation de crise? Même la communication de crise dont on va prendre le relais pour pouvoir toucher notre public. L'environnement économique, est-ce qu'on va dans un environnement où parler argent c'est difficile, ou bien plutôt c'est un environnement qui est porteur? Là, on saura comment positionner notre sujet en fonction de notre contexte. Oh. Le où. On va prendre le où comme le lieu où se déroule la prise de parole. Le lieu, si je dois prendre la parole en public lors d'une randonnée, je vais parler à des responsables, mais c'est lors d'une randonnée. Ça va m'imposer un style vestimentaire. Même si je vais parler à des milliardaires, ce jour-là, parce qu'on va en randonnée, je suis obligée de porter mes bottes, mes chaussures de marche, mon sac à dos, pour que je respecte le où. Si je vais en montagne, si je vais en forêt, je ne peux pas me permettre de porter un costume, cravate, 3 pièces. Donc, on comprend ici que les éléments qui, quoi, comment, quand, où, nous permettent d'étoffer notre prise de parole en public, de savoir, de cibler le public, à qui est-ce qu'on transmet le message, et de créer un environnement stable, que ce soit à travers le canal, que ce soit à travers le style vestimentaire, qui va nous permettre d'avoir un échange productif avec notre public. Voilà ce que j'avais à vous présenter pour la préparation technique. On va passer sans plus tarder à la préparation physique. La préparation physique. Le plus important. Pas le plus important, mais c'est quand même... C'est très important. Parce que moi, j'ai suivi le début de l'émission. Préparation physique. Et Solange a introduit en parlant de la couleur. La préparation physique, c'est le vestimentaire, c'est la coiffure, c'est la chaussure, c'est important. Et Solange a révélé la symbolique du jaune qu'elles ont porté aujourd'hui. Même si Calvino voulait un peu mettre le sable dans le tapis. Donc, au point de vue vestimentaire, le jaune que Solange et Muriel Grasse portent aujourd'hui représente la lumière, représente l'espoir, le soleil. Bon, Calvino est venu parler d'une petite jalousie là. Bon, on sait que ce sont comme ça. Donc, la préparation physique est très importante. Je l'ai un peu enlevé de ce ou, ce que le ou pouvait impliquer la préparation physique, parce que ça me rappelle une fois quand j'étais en entreprise, on organisait un lancement produit et j'appelais tout le monde pour dire, bon, n'oubliez pas, on vous a envoyé une invitation, est-ce que vous serez là? Et les gens disaient, d'accord, ils confirmaient leur présence. Et il y a un monsieur qui me demande, madame, comment je viens? Je viens en veste ou en bras de chemise? Et la question, je ne m'attendais pas à la question à l'époque. J'ai dit, mais pourquoi c'est important? J'ai dit, bon, attendez, je vous reviens. Je cours chez mon boss, je lui dis, mais boss, il vient en veste ou en bras de chemise? Et non, sans veste, sans veste. Vous voyez, pour des personnes qui comprennent l'importance des signes qu'ils renvoient en matière de communication, en matière même de prise de parole, ils savent que la prise de parole et la communication reposent sur le verbal et le non-verbal. Et quand on parle de préparation physique ici, on entre dans le non-verbal. Et vraiment, ce serait mal vu, par exemple, d'arriver en forêt, en veste cravate, ou bien sur un terrain de football, en robe de soirée. Imaginez un peu ces décalages-là. Il est important donc... Un déclic. Parfait, Calvino. C'est vraiment un déclic. Donc, de respecter le lieu, le public,
et de parler, de répondre au code de ce public en respectant un certain code vestimentaire. Je ne sais pas si, Calvino, tu as une préoccupation précise en ce qui concerne la préparation de manière générale. On a parlé tout à l'heure de la préparation psychologique, de la préparation technique et maintenant on parle de la préparation physique. Est-ce que dans tout ce que j'ai abordé, il y a quelque chose qui t'intéresse ou qui t'interpelle? Oui, il y a beaucoup de choses que j'ignorais en fait. C'est-à-dire que parlant de vraiment la préparation dans le sens, c'est-à-dire que surtout le type de public, ce que dit à un enfant, parce que nous, généralement, dans notre domaine de l'humour, par exemple, on a tendance à faire les mêmes choses devant tout type de public. Bon, même comme quand souvent on t'invite peut-être par aller faire les contes aux enfants, c'est vraiment conte. Mais en matière d'humour, par exemple, j'ai appris quelque chose, c'est-à-dire que regardez ceux qui sont là, et ça c'est un travail de recherche permanent. Tout à fait. C'est-à-dire c'est trop, j'ai jamais regardé que c'est trop de travail ça. S'il faut à chaque public travailler en fonction de l'âge, vraiment, c'est vraiment du boulot. Oui. Donc vraiment, j'ai aucun problème. C'est ce qui fait la particularité dans des grands orateurs. Voilà, et le côté vestimentaire aussi là, mon frère. C'est pas facile du tout. Hein. C'est pas facile, Calvino. C'est pour cela que certains orateurs, certains maîtres de cérémonie, certains vont demander un certain cachet parce qu'il faut aussi représenter valablement en fonction de l'événement. Il y a des gens, par exemple, on l'invite par exemple dans un mariage. Lui, il n'est pas habitué à mettre les vestes. Il vient carrément en t-shirt propre, comme moi si par exemple. Il y a des soirées où on m'invite. Je viens moi carrément en t-shirt. Parce que c'est que je vais faire une prestation en humour, par exemple. Je viens comme ça en t-shirt. Est-ce que c'est mauvais en même temps? Très bonne question, Calvino. La préparation physique ou le vestimentaire, le non-verbal, même si elle répond à des codes, demande aussi une certaine originalité. Et on a vu des personnes qui se sont identifiées par leur par leur originalité vestimentaire. C'est comme une signature. Je prends l'exemple d'un artiste qui aime porter les chapeaux là. Toujours, voilà. Ou bien d'un autre qui a toujours quelque chose de brillant sur sa tenue. Un cambi brillant. Donc, si Calvino, toi tu dis que ton style, hein, c'est vraiment d'être en t-shirt, on va savoir, voilà la signature de Calvino. Mais pour arriver à ce niveau d'originalité, il faut avoir un contenu pertinent et respecter un certain branding. Donc ça veut dire que tu as déjà travaillé sur ton image. Tu as déjà montré aux gens que dans ma catégorie, c'est comme ça que non, je suis bon. Non, les gens doivent seulement t'accepter comme tu es parce que tu as prouvé que le fond répond. Le président Nelson Mandela, on le voyait de regretter mémoire. Il avait souvent des chemises. Hein? Même quand les gens arrivent en 3 pièces, lui il vient avec sa chemise afritude. C'était sa signature, son originalité, son branding. Donc, voilà de manière résumée un peu les 3 approches qu'on a en termes de préparation. Il existe plusieurs approches, mais nous savons qu'on ne peut pas tout livrer ici en 1 heure de temps. Donc, je vous invite à vraiment prendre le temps de regarder toutes ces différentes étapes avant de pouvoir prendre la parole en public. Solange, non, mais c'est vrai quand même ce que vous êtes en train de dire, parce que lorsque je suis à de rendez-vous ce matin, je suis habillée d'une certaine manière, mais ce n'est pas la tenue que je porterai à Love Night, par exemple. Tout à fait. Ce sera une autre tenue, et lorsque je vais recevoir mon invité, elle ne viendra pas habillée comme ça. Je lui dirai, tu mets une robe du soir, parce qu'on est déjà dans à chaque situation, et à chaque situation, à chaque émission, un langage, un ton, une façon. Tout à fait. Donc, il faut adapter tout en fonction des situations. Quand je fais l'émission du samedi de 13h, on est en relax, je peux dire, même en sandales, il n'y a pas de problème, en culotte, c'est l'après-midi, c'est le samedi. Donc, il faut savoir, effectivement, comme vous dites, que la tenue, toutes les situations comptent. Quand, pourquoi, où, avec, voilà, donc c'est très important de noter tout ça.
Parce que parfois on est hors sujet. Hein. Nelson Mandela pouvait être en bras de chemise, mais ce n'était pas des bras de chemise de 200. Ah, ça. C'était des tissus de grands couturiers. C'était des tenues qui de coûtaient énormément cher. Oui. Énormément cher. Il avait une chemise qui valait même 2 costumes. Hein. Voilà. Mais Gaëlle, est-ce que la prise de parole est faite pour tout le monde en même temps? Parce que moi, il y a des parents, par exemple, ils sont lors d'une cérémonie, on dit que bon, on passe la parole à monsieur tel. Il vient, il se met devant là. Il a l'accoutrement de ça, mais il veut parler, les mots ne sortent pas. C'est-à-dire qu'un mot même peut me sortir, après il commence à réfléchir, après il dit que vraiment, je n'ai pas trop à dire, trop parler. Donc, est-ce que la prise de parole est faite pour tout le monde? Si oui, pour celui qui est au quartier, le parent qui est au quartier, qui n'a pas trop poussé dans les études, parce qu'il faut aussi avoir les mots de ça. Hein. Quel est le conseil que vous lui donnez? Il ne sait pas. S'il y a une préparation aussi au niveau de son... en fonction de son niveau aussi. Je pense que c'est la raison pour laquelle la famille de rendez-vous a pensé à présenter ce genre de contenu à son public. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, dans les familles, on n'a même pas besoin, on prend la parole en public. Allons dans nos villages. Il y a les cérémonies coutumières. Oui. Ça commence toujours par la prise de parole. Et vous voyez, les chefs là, je pense que leur initiation même a un volet prise de parole. Oui. Parce que l'accoutrement même du chef, la manière d'introduire son propos, le chasse-mouche, la manière de tourner son chasse-mouche, d'attirer l'attention, de donner son message avec les petites anecdotes, les petits proverbes, tout ça, ça relève de la prise de parole. Maintenant, et ça attire l'attention. Ça attire l'attention. Aujourd'hui, donc, c'est important. Pourquoi? Parce que dans notre environnement qui est concurrentiel, on est amené de plus en plus à prendre la parole. Si je suis dans le e-commerce, il y a combien de vendeuses dans le e-commerce qui font, je ne sais pas moi, pour la vaisselle, il faut s'exprimer, il faut parler à ses clients. Si je suis même en famille, aujourd'hui, chacun est père de famille chez lui, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a une communauté dont on est le patriarche, il faut réunir, voici la fin d'année qui arrive, on va réunir les enfants, même si c'était 2 enfants à la maison que tu réunis. Il va falloir que tu prennes la parole, il va falloir que tu aies une certaine autorité, il va falloir que ça intéresse, parce que quand on dit aujourd'hui, hein, papa va prendre la parole, il faut que non, vraiment, oh non, papa, quand papa parle, je suis content. Et c'est important dans nos familles, en entreprise alors, c'est devenu autre chose. Oui. Parce que, je l'ai dit, c'est une compétence qu'on introduit dans son CV et qui va nous démarquer de notre collègue avec qui peut-être on a le même niveau d'études, mais on va dire, ah, celui-là, il a la compétence de parler en public. Ça veut dire quoi? Ça induit que vous êtes quelqu'un de charismatique, parce que la prise de parole en public, c'est une des qualités d'un leader charismatique. Vous êtes un leader, donc vous pouvez avoir plus de responsabilités, vous pouvez mener votre équipe à de grandes choses. Donc c'est important, même dans les communautés, j'ai pris le cas des associations au quartier. Moi, dans mon quartier, j'ai des comités de développement où on parle de, il faut débroussailler les abords du quartier, il faut nettoyer les rigoles, des petites choses qui nous permettent de mieux vivre. Mais il faut que quelqu'un se lève pour nous dire, d'accord? Pour dire, bon, aujourd'hui c'est samedi, j'aimerais que toutes les femmes viennent avec les houes, les hommes viennent avec les machettes. Donc, dans notre vie aujourd'hui, la prise de parole en public est devenue quelque chose d'essentiel. Et il faut se rapprocher des personnes, des professionnels de la prise de parole. Moi, je fais des coachings pour des personnes qui font la prise de parole en public. Donc, il faut se rapprocher des personnes, des professionnels qui peuvent nous donner les codes et nous suivre pour que nous atteignions notre meilleur profil en matière de prise de parole. Est-ce que c'est bénéfique pour un artiste qu'on invite sur un plateau, il amène un communicateur? Parce que lui s'est dit que non, il ne sait pas parler, il amène quand même un communicateur qui parle pour lui. Lui est seulement assis comme ça. Est-ce que vraiment quelqu'un qui est un artiste qui a le vent en poupe, les gens l'aiment, est-ce qu'il ne devrait pas, est-ce que c'est nécessaire qu'il cherche un communicateur pour lui, même s'il ne sait pas prendre la parole en public? Le fait de savoir prendre la parole en public ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre de communicateur. Parce que pour le cadre d'un artiste par exemple, si je dois faire une tournée média juste avant d'aller sur scène, c'est vrai.
il faut que je parle. Mais il faut aussi à un certain moment que je garde mon énergie pour ne pas m'épuiser. Et c'est à ce moment que les communicateurs aussi ont leur place à côté des artistes. Mais toutefois, c'est important. On a vu, vous avez reçu ici plusieurs artistes sur ce plateau qui sont éloquents et ça donne envie à leur public de les découvrir encore, d'entrer dans leur histoire, dans leur intimité, dans leur vision et ce qu'ils transmettent aussi. Donc, la prise de parole en public, c'est important pour tout le monde, qu'on soit artiste, qu'on soit communicateur, qu'on soit chef de famille, qu'on soit professionnel, entrepreneur, commerçant. C'est aujourd'hui incontournable. Il y a tellement de concurrence que parler, avoir ce cœur à cœur, cet échange particulier, unique avec son public, ça nous démarque. Est-ce que quelqu'un à qui on donne la parole en public et qu'il vient devant, il vient avec un long cahier comme ça ou bien un long format, il a écrit tout ce qu'il va dire aux gens. Il se met comme ça, il commence à lire, il ne regarde même pas les gens dans les yeux. Ah, Calvino. Est-ce que celui-là... On a fait à l'école primaire, on nous apprenait à lire... On nous donnait un texte. Est-ce que c'est mieux devant le public où on devait lire. On dit lecture publique. Tu lis et tu dois regarder le public. On nous faisait souvent ces tests-là à l'école primaire. C'est très important. Pourquoi? Parce que dans les méthodes de prise de parole en public, le canal, quand on est en face à face, on peut parfois être amené à parler devant un pupitre, sur un pupitre, autant pour moi. Et à ce moment, souvent, quand on parle, ça veut dire que le message peut être long. Et on peut avoir soit un guide, soit des grandes lignes, soit même avoir un support qui nous permet d'échanger avec notre public. Ce n'est pas interdit d'avoir un support où on a mis les notes d'une certaine manière. Et cet exercice qu'on apprend aux enfants, ça leur donne la capacité non seulement de savoir s'exprimer devant un public, mais également de pouvoir tenir un support sans avoir une quelconque gêne. Parce que lire en parlant aussi, c'est une autre chose. Et c'est très important de maîtriser cela. C'est une autre technique. Oui, c'est une autre technique. Donc, toutes ces choses sont importantes. Qu'on soit enfant, on nous donne des supports, ou bien, comme Calvino a dit, avoir un long papier. Bon, ce n'est pas souvent conseillé. Hein, dans certains milieux, on veut avoir affaire à quelqu'un de charismatique, bon. Mais on peut avoir un petit support, avec son petit canevas, les grandes lignes, le plan qu'on va suivre tout au long de notre prise de parole. Ça, c'est recommandé quand on sait qu'on peut perdre un peu, ou bien le temps de passage est assez long. Donc on peut perdre le fil des idées. On peut avoir un petit bout de papier, comme les présentateurs ont souvent, pour avoir le feeling, le plan et pouvoir suivre. Il y a des fois où j'ai carrément la frousse. Oui. Malgré que vous avez dit ici que nous sommes les professionnels de prise de parole, il y a des endroits où j'ai carrément la frousse. Je ne sais pas pourquoi, mon cœur bat. Oui. J'ai peur. Moi, je n'ai jamais compris ça. Mais quand je commence, après, ça part. Quand je commence, que les gens commencent à rire, ça part. La peur est quelque chose de très important dans la prise de parole en public. En fait, chez les grands orateurs, la peur ne nous quitte jamais. Parce que dire que tu vas enlever la peur dans la prise de parole en public, c'est pas évident. La peur est quelque chose, un mécanisme qu'on doit transformer pour que ça devienne une sorte de carburant qui nous permette de faire de bonnes choses. Le fait d'avoir peur avant de commencer une prise de parole en public veut simplement dire que ce que tu vas faire est important. Oui, c'est important pour toi. Tu sais que là, c'est un challenge. Oui. Peut-être je dois arriver à un autre niveau, notre type de public, ou bien je vais produire ou présenter un nouveau contenu. C'est une des raisons pour lesquelles je peux avoir peur. Ou bien, pour moi, c'est vraiment, ça me montre que je vais faire une autre activité, une activité que je n'ai pas souvent l'habitude, peut-être pas pour ton cas, Calvino, mais si je suis quelqu'un qui est au bureau tout le temps et j'ai une présentation à faire, oui, je peux avoir un peu peur. Il faut plutôt utiliser cette peur pour se dire, d'accord, c'est du carburant pour présenter, donner le meilleur de moi-même. Et il y a des techniques qu'on peut suivre pour dépasser sa peur. Et si on a plusieurs retours là-dessus, pourquoi pas on peut travailler lors de la prochaine séance sur comment dépasser sa peur de parler en public. Et surtout si dans le public, il y a des gens maintenant, des détracteurs, des gens qui... Moi j'ai vu une fille un jour prendre la parole en public, tellement elle était déjà même mignonne, bien habillée. Pendant qu'elle parlait, elle avait la frousse. Mais il y a encore les gars derrière qui ont commencé à envoyer les mots. Et tu n'as rien à dire, hein. Tu tais-toi. Du coup, ça l'a... Oui, ça l'a cassé. Bon, quand il y a des gens comme ça là, qui t'empêchent
même déjà de donner ce que tu as préparé. Et parfois, tu oublies même. Comment on peut faire pour remonter la pente? Bon. Sur les réseaux sociaux, on va essayer un peu de lancer cet avis-là. Est-ce que c'est important pour vous de dépasser votre peur de parler en public? Si on a beaucoup de retours, Calvino, lors de la prochaine édition, mercredi prochain, je vais revenir avec ce thème-là. Comment dépasser sa peur de parler en public? Voilà. Wow. Alors, on dit quoi pour la fin? Non, je voulais terminer juste en disant qu'il y a des autres personnes qui n'ont pas cette frousse-là aussi. Il y a des gens, plus ils voient la foule, plus ils ont le goût de parler. Il y a des gens, la foule pour eux c'est le carburant. Il y a des gens comme ça. Voilà. C'était juste une petite précision. Tout à fait. Alors, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, la prise de parole. Oui, la préparation avant sa prise de parole en public est importante. Je rappelle encore ce que Winston Churchill a dit. Un discours improvisé, c'est répété au moins 3 fois. Donc, il n'y a pas d'improvisation en prise de parole en public de manière générale. Il faut prendre le temps. Sur le point de vue psychologique, de visualiser positif, de visualiser la réussite. Sur le plan technique, avoir les outils, nos 5 questions, qui, quoi, comment, quand, où. Et bien sûr, sur le plan physique, être prêt physiquement à répondre aux attentes de notre public en fonction du contexte. Je vous remercie pour votre attention durant ce cours sur comment réussir sa prise de parole en public à travers sa préparation. Et je vous invite à nous retrouver mercredi prochain sur 2 rendez-vous pour une autre édition. En tout cas, merci beaucoup pour ce cours. Je l'ai dit en début qu'on aura un cours magistral et on l'a eu. Et si vous étiez vraiment connecté et vraiment concentré pendant ce cours, vous avez dû noter de très belles choses. En tout cas, il est important de savoir s'adresser en public. Lorsque vous ne pouvez pas le faire ou alors si vous ne savez pas le faire, peut-être la semaine prochaine, elle nous dira: prenez un communicateur pour communiquer pour vous. Why not? En tout cas, merci d'être passé ce matin. On a passé un bon moment avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Mireille Grace, Calvino. Bon appétit à vous. Merci Gaëlle. Merci à tous. Et bon appétit également aux téléspectateurs. Demain, c'est jeudi. Nous serons là encore pour une autre édition de The Rendez-vous. Soyez là. On vous attend au rendez-vous.